Bon, apparemment, il parle de moi et des gens de mon espèce.
Seconde. Tu m'entends? Jibril, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon le son? Ok, bon, je sais pas, peut-être c'est à ton niveau. Il y a Omar Koshimi qui dit qu'il m'entend. Peut-être c'est au niveau des paramétrages audio. Non, je t'ai pas entendu. Tu peux réactiver le micro? Tu peux réactiver le micro pour que je t'entende. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous arrivez à m'entendre pour que je m'assure que déjà que ce n'est pas tout le monde qui a le souci? Si vous m'entendez, faites-moi signe dans le live afin que je puisse, dans le chat, autant pour moi, afin que je puisse m'assurer que tout le monde est OK. Il y a déjà Monsieur Omar Koshimi Malambouka qui entend, Ramatoulaye Izigzen, Abdallah, Abdel Nasser. Ah, Abdel Nasser, Abdallah, c'est bon, content de vous revoir. On était ensemble hier soir. Jibril, est-ce que c'est bon? Ouais, merci, coach. Bonsoir. Alors, je sais pas, Jibril, là, peut-être au niveau de plus, il doit y avoir les paramètres de son là-bas. OK. Alors, le temps que Jibril là, réarrange, arrange son son, ceux qui sont là, ceux qui sont là et qui étaient là hier soir, est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous avez gardé comme insights, comme inspiration? Des choses que vous avez entendues hier soir qui vous ont peut-être plu, qui vous ont inspiré et que vous avez soit gardé ou que vous avez noté quelque part ou que vous avez peut-être commencé à appliquer ou que vous comptez commencer à appliquer. Est-ce que quelqu'un peut rapidement nous dire en deux, trois mots ce qu'il a retenu d'hier soir et tout ça? Des volontaires? Est-ce qu'il y a des volontaires, s'il vous plaît? Ali Messanda, par exemple, je sais que tu étais avec nous hier soir. Abdel Nasser aussi était avec nous. Abdallah aussi était avec nous. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement quelques-unes des choses que vous avez retenues par rapport à ce qu'on a fait hier? Ouais, oui, bonsoir, coach. Peut-être je peux me lancer. Oui, allez-y, allez-y.
Voilà, merci beaucoup. Donc, par rapport à la session, c'était avant-hier, non? Non, c'est hier. Non, Sur, c'est mercredi, oui, c'est avant-hier, effectivement. voilà. Donc, c'était sur comment augmenter Son son influence. influence sur son équipe. Voilà. Donc, personnellement, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le déroulé de la session, c'était d'abord le fait que pour avoir de l'influence sur son équipe, il faut la connaître. Yes. Il faut connaître son équipe. Voilà. Et j'ai retenu surtout deux phrases qui m'ont beaucoup, en tout cas, qui ont attiré mon attention. Vous ne pouvez influencer quelqu'un qu'à la limite de ce que vous savez de la personne. Oui, Ça prouve qu'effectivement, pour pouvoir influencer quelqu'un, il faut la connaître. Et exactement. l'autre phrase que j'ai captée, c'est que l'influence que vous pourrez avoir est proportionnelle à la grandeur de votre compte affectif auprès de cette personne. Et Yes. ces deux bouts de phrase, je les ai partagés carrément avec mon équipe. On avait discuté et on avait beaucoup partagé. On a en tout cas échangé là-dessus. Ça a suscité un peu, en tout cas, une certaine dynamique de compréhension pour que les gens puissent converger vers la connaissance de leurs équipes, mais surtout de prêter attention au compte affectif. Yeah. Donc voilà de façon résumée ce que je pourrais dire à coach. Merci beaucoup encore pour le partage. Ça, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de partager des choses qui inspirent les gens, qui aident les gens. Et d'ailleurs, même, ça me plaît même de savoir que déjà, vous avez parlé avec vos équipes et qu'il y a déjà eu toute une discussion qui a été faite autour de ça. Et j'imagine forcément peut-être des résolutions ou peut-être un plan d'application de la manière du compte affectif, qui est comme un compte bancaire. Donc, tu ne peux retirer de ton compte bancaire que ce qu'il y a dedans. Donc, naturellement, tu ne peux inspirer, influencer les gens et avoir de l'adhésion et l'obéissance qu'à la limite, entre griffes de ce qu'il y a dans le compte affectif, à défaut d'être à découvert, comme on dit. Et là, c'est compliqué. Est-ce que c'est bien cela, de Nasser? Ouais, c'est bien cela, coach. C'est bien cela, vraiment. C'est Parfait, bien parfait. Ça cela. fait très Merci. plaisir à savoir. Merci. Merci beaucoup. Ali Maïsanda, s'il vous Bonjour. plaît, on aimerait bien vous entendre parce que vous étiez avec nous le mercredi. Je pense, à part vous, tout le reste est nouveau. Je ne compte pas, bien sûr, Oumé qui vient d'arriver. Oui, Ali? Oui, salam alaikum, coach, ça va? Et la famille? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va très bien. Alhamdulillah. Ben, je crois que M. Abdelaziz a tout résumé, hein, parce que ce qu'il a dit là, c'est ce que j'ai retenu, les deux phrases là. Et comme par coïncidence, moi-même, quand je suis revenu au bureau, je me suis dit, attends, tiens, j'allais prendre un ou deux collègues et j'allais essayer de comprendre un peu qu'est-ce que la personne aime le plus et essayer de voir si je peux avoir quelque chose qui peut faire en sorte que j'ai un peu plus d'influence et Mhm, augmenter mon leadership. Donc, j'ai beaucoup apprécié le résumé de M. Abdelaziz, d'ailleurs, même je le remercie. Et j'ai noté également vos deux phrases, la clé là, mhm, et mhm. sur mon téléphone afin que je puisse me rappeler ça au quotidien. Parfait, Voilà, merci parfait, beaucoup. parfait. Ça fait du bien. Et j'espère que vous allez continuer avec vos collègues, de pouvoir les étudier, de voir ce qui marche avec eux, comment les influencer, et ainsi de suite. Alors, avant de commencer, Jibril, là, c'est bon, n'est-ce pas, pour ton son? Est-ce que tu peux me faire un pouce si le son est bon? Est-ce que Jibril, là, tu m'entends? Ok, super, super. Alors, j'avais demandé avant de commencer, est-ce que ce serait bien ou possible que pour ce live-là, que nous ayons tous nos caméras activées dans la mesure du possible, si là vous êtes c'est assez lumineux, c'est toujours bien d'interagir avec les gens au-delà de l'audio. Donc, je vais couper le partage de l'écran et sur place, je vais rapidement laisser, euh, on va dire la parole. Bon, je vais d'abord introduire et ensuite. Donc, je mets Jibril là en avant pour tout le monde. Comme ça, est-ce que tout le monde le voit bien? Affirmatif. Ok, Il est super, trop serein. super. Alors, Je Jibril vois là, s'il te plaît, profondément. fais-moi savoir si on peut commencer. Est-ce que tu es prêt? Ah oui, je suis prêt, il n'y a pas de souci pour moi. Non, c'est une question bizarre même d'ailleurs que je te pose. Ah ben oui, je crois, hein.
Alors, c'est toujours un plaisir de partager un live avec toi, je pense. D'ailleurs, ça me fait plus plaisir parce que c'est le premier live qu'on fait en 2026. On le fait le 9 Inch'Allah. janvier 2026 et ça me plaît Ah beaucoup. oui, En ah oui, 2025, on le doit en 9. avoir fait trois ou quatre, je pense. Oui. Mais je pense que 2026, on en fera beaucoup plus que ça parce que on a tellement de choses à partager, toi beaucoup plus que moi. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des choses qu'on partage avec les gens et qui les aident dans leur travail, dans leur vie sociale et ainsi de suite. Alors, pour planter le décor rapidement, nous sommes depuis ce mercredi dans le challenge 2026 pour devenir directeur général. Et je l'ai expliqué le mercredi, le but, c'est donner aux gens beaucoup de ressources afin qu'ils soient déjà dans la posture et non pas dans le titre. Parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup plus de directeurs généraux dans le titre que de directeurs généraux dans la posture. Et l'important pour moi, c'est qu'il y ait plus de gens qui ont la posture de DG, qui peuvent vraiment se comporter comme un directeur afin il y ait du résultat, tant au niveau des chiffres qu'au niveau de l'épanouissement des collaborateurs. Et Jibril, là, c'est le gars que je connais le mieux qui allie le mieux ces deux éléments-là, tant au niveau de l'épanouissement des collaborateurs. Tu m'avais parlé d'une nouvelle manière de travailler en 2026, des horaires. Je ne sais pas si tu l'as appliqué ça ou pas, tu nous diras cela. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ce soir, Abdallah disait au début que le thème était bizarre parce que euh, sur la couverture du live, j'ai mis les intellos sont des mauvais managers. Et je pense, bon, le temps que je finisse, je vais faire ça. Voilà. Comme ça, après, quand je vais reprendre la parole, je lui repasse le live. Donc, je disais que les intellos sont des bons managers parce que souvent, il disait que c'est le contraire de ce qu'on pense. Et ce qui est vrai, et Jibril est là pour montrer que les gens qui réfléchissent, qui sont intelligents, entre griffes de façon caricaturale, généralement, ils sont des bons managers. Et aujourd'hui, ça va être très intéressant. Prenez vos cahiers, vraiment prenez vos cahiers, vous allez beaucoup noter, beaucoup noter. Et Jibril, là, si tu es prêt, je te laisse te présenter aux gens. C'est toujours mieux quand tu te présentes. Et après, on enchaîne. Bien, merci beaucoup, Ahmed. Je vais me présenter très rapidement. Ce qui est sûr, c'est que je suis un être humain. Ça, c'est certain. Je m'appelle Jibrila Ibrahima. Alors, comme je dis, je suis un être humain, c'est certain. Alors, on lit très souvent, on va dire, la profession devient une identité. Alors, donc, je vais parler un peu de la profession. Je suis manager général, comme vous l'avez présenté, de CGP Niger, Centre de gestion privée, qui est une constellation de 5 entreprises qui fonctionnent avec les mêmes standards et qui utilisent depuis quelques années un certain nombre d'outils conçus sur mesure par nous-mêmes. Alors, voilà, en termes d'études, hein, j'ai étudié la fiscalité de base. Après, je me suis orienté un peu vers le management et gestion des ressources humaines, qui est devenu aujourd'hui, on va dire, un véritable centre d'intérêt pour moi. Je suis en train de préparer d'ailleurs une thèse sur ces sujets-là, pour montrer un peu les intérêts ou l'intérêt que j'ai pour la question des ressources humaines. Alors, le thème d'aujourd'hui est vraiment très, très intéressant pour moi et déjà, je voudrais commencer par remercier très sincèrement le jeune coach numéro 1 du Niger, Ahmed Bari, pour l'invitation et surtout pour la création de ces challenges 2026. Alors, d'entrée des jeux, je vais dire que probablement, pour la plupart des gens, il y a un mythe. Il y a un mythe qu'il y a autour de ce qu'on appelle le directeur général. Et très souvent, on pense qu'être DG, il faut être une machine. Pour être un DG, il faut être une machine à tableau Excel, une machine très froide et une machine purement rationnelle. Mais je pense que la réalité, elle est vraiment toute autre. On peut se référer à des managers, on va dire, reconnus à l'échelle mondiale,
comme Steve Jobs, comme Elon Musk, qui ont démontré que ce n'est pas comme ça. Nous avons des grands patrons africains. Je voudrais citer Dangote, je voudrais citer Oudi Noussa au Niger, qui ne décident pas toujours sur des chiffres. Ils ont le flair. Et ce soir, on va voir comment marier le flair avec une gestion rigoureuse. Je vais axer l'intervention, en tout cas en ce qui me concerne, sur 3 piliers. Et si cela vous parle, vous pouvez interagir et poser des questions plus tard. Les trois axes sur lesquels je voudrais déjà parler, c'est d'abord la définition, ou disons la redéfinition de l'intuition, pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, le deuxième pilier serait le piège de la gestion toute seule, ou ce que je vais dire, l'analyse qui paralyse en termes de gestion. Et le troisième pilier, je vais définir une petite méthode que je vais appeler DG 2026 pour aller dans la lignée du thème, DG 2026, et on va donner quelques outils que l'on peut utiliser pour être sûr de décrocher ces titres-là, en tout cas pour ceux qui sont véritablement intéressés. Alors, le premier point, si vous êtes déjà prêt, je peux continuer, c'est ça, Ahmed? Voilà, ben, très bien. Le premier point, c'est d'abord redéfinir l'intuition. Ce qui est sûr, c'est que l'intuition, ce n'est pas du tout une magie. Ce n'est pas de la magie. L'intuition, ce n'est pas de la divination. Ce n'est pas qu'on divine les choses. L'intuition, en vérité, c'est une cristallisation de l'expérience. C'est que votre cerveau analyse des milliers d'informations en une seconde, en une fraction de seconde. Il y a beaucoup d'informations et en une seconde, vous décidez et vous trouvez le chemin. L'intuition, c'est donc lorsque l'expérience peut parler plus vite que l'analyse. Quand je parle de l'analyse veut dire qu'il faut décomposer, veut dire qu'il faut mixer les informations, il faut décrypter tout ce qu'on appelle les tenants et les aboutissants, alors que saisir une intuition, c'est simplement avoir un pressentiment que c'est là le chemin que je devrais suivre et non le chemin que la logique indiquerait. Si je vais donner un exemple simple, c'est que c'est peut-être évident qu'un étudiant en fiscalité vienne chez moi demander un stage. Ça, c'est logique, on va dire, parce qu'on fait de la fiscalité, il a étudié de la fiscalité. Ce qui serait intuitif, c'est qu'il aille le chercher ailleurs, là où on ne fait pas de la fiscalité. Et à ce moment, évidemment, c'est vraiment intuitif. Et son intuition peut le lui dire. Son intuition peut l'orienter vers un chemin où la logique ne semble pas être d'accord avec ça. Et justement, c'est pour ça que souvent l'intuition pose des problèmes à beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent que l'intuition, il n'y a pas de certitude. Mais sur la base de quoi? Ce n'est pas objectif, ce n'est pas logique. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il faut faire cela. La seule explication qu'on peut avoir, c'est qu'on sent dans notre ventre qu'il n'y a pas de problème. On sent dans notre ventre que tout est à l'aise. On le sent dans notre corps. On sent que c'est ça mon chemin. Toute la logique m'indique que c'est un autre chemin, mais au fond de moi, je sens que je dois suivre ces chemins. Et lorsque j'ai cette certitude-là, je suis ces chemins et le résultat serait tout autre. Je crois qu'il y a une phrase que j'ai évoquée une fois avec Ahmed et c'est quand il y a beaucoup ri que je me suis rendu compte de la phrase. Je disais mot pour mot, voilà pourquoi je ne perds pas mon temps à réfléchir. Justement, c'était à la suite d'une expression et d'une expérience que j'ai vécue sur le coup avec toi. Et que je me suis rendu compte que, en fait, quelle que soit la réflexion que j'aurais pu faire, je ne pouvais pas définir les choses de la façon dont elles se sont produites. Mais j'ai suivi mon intuition d'un bout à l'autre. Et le résultat était simplement extraordinaire. Alors, c'est ça. La réflexion, c'est l'analyse. C'est que je prends en compte les données. Quelles sont les données que j'ai? Quand je dis, par exemple, que je vais lancer une entreprise, la première des choses, on va me demander dans quel domaine. Deuxième chose, on va me dire quel diplôme tu as. Parce qu'on veut établir un lien
entre quelque chose qui semble être logique. Je veux faire une entreprise, ça c'est mon domaine, alors là ça peut aller. On va voir que tu as étudié. Si je dis que je vais lancer par exemple une entreprise dans le domaine médical, je suis sûr que beaucoup de gens vont me conseiller, vont me déconseiller. Parce qu'ils vont dire, mais depuis quand tu as étudié la médecine, qu'est-ce que tu connais de la médecine? C'est ça le souci. Alors que peut-être moi, c'est un message que j'ai suivi à l'intérieur de moi. Et ces messages-là, au moment où il parvient, on ne peut pas le décrypter à 100%. Au moment où il parvient, on sait ce qu'il nous demande de faire. Et au moment où il parvient, si on le respecte, on aura un autre message. Parce que c'est ça qui est important avec l'intuition. C'est que quand on suit son intuition, on a toujours un autre message qui va venir. Mais lorsqu'on ne suit pas son intuition, lorsqu'on analyse son intuition, on finit par ne pas avoir d'intuition, ou en tout cas à l'ignorer et à le confondre avec d'autres paroles qui nous arrivent, parce qu'il n'y a pas que l'intuition, il y a beaucoup de voix, il y a notre réverbération mentale qui n'arrête pas, on n'arrête jamais de parler depuis le réveil, on passe tout le temps à parler. Même maintenant que vous m'écoutez, la plupart ont beaucoup de mots qui passent dans leur tête, et j'allais dire, c'est tout à fait naturel. Ça, c'est le premier axe, la définition ou la fixation des limites de l'intuition. Je préfère juste parler un peu et favoriser un peu les échanges pour qu'on puisse aller et surtout permettre aux gens d'avoir les informations dont ils ont besoin et non ce que moi je vais décider ou celles que moi je vais décider comme étant importantes pour les participants. Le deuxième pilier de mon intervention, c'est le piège de la gestion toute seule. C'est-à-dire, beaucoup de gens pensent qu'être DG, c'est être un expert en gestion. Le souci qu'il y a, c'est que pour prendre des décisions dans le cadre de la gestion au sens propre du terme, on a besoin de 100% des données. Et lorsqu'on veut attendre d'avoir 100% des données pour décider, on a déjà perdu le marché. Parce que le marché, lui, il ne s'arrête pas. Le marché ne s'arrête pas. Le rôle du DG, c'est que le gestionnaire, il va d'abord gérer le présent et avec l'intuitif, avec l'intuition, il va sentir le futur. Et un DG doit faire mieux. C'est-à-dire qu'un bon DG doit utiliser son intuition pour booster sa gestion. Il ne s'agit pas de dire non, moi je suis intuitif, je ne suis pas un bon gestionnaire. Non, c'est utiliser son intuition et booster sa gestion. Je vais donner peut-être un exemple pour que ça soit assez clair. Lorsque, par exemple, vous recrutez un collaborateur, ah oui, Ahmed, c'est bien pour toi, tu es à l'ancien recrutement. Le CV est parfait. C'est-à-dire, analyser les CV, ça fait partie de la gestion. En tant que DG, tu vas analyser les CV que tu vas recevoir. Mais vous sentez que souvent, un bon CV ne colle pas avec votre entreprise. Ça, c'est l'intuition. Et le bon DG va écouter son intuition et ensuite, il va vérifier. Il va d'abord écouter son intuition parce que déjà, il a fait l'expérience à plusieurs reprises. Donc, analyser les CV va relever de quoi? De la gestion. En tant que bon gestionnaire, vous ne pouvez pas choisir, comme j'ai dit, l'intuition, ce n'est pas deviner. Vous ne pouvez pas décider de tirer au hasard un CV. Vous devrez analyser les CV. Maintenant, en analysant les CV, l'intuition va vous aider à définir quel est le CV qui colle avec la tâche, quel est le CV qui colle avec le poste et quel est celui qui ne colle pas du tout avec le poste. Ça, c'est plus un flair. C'est plus un flair qu'une autre chose. Alors, le troisième axe de mon intervention, c'est la méthode DG 2026. Je pense que je vais garder cette méthode-là pour la conclusion. Et si déjà, Ahmed, tu souhaites réagir ou rajouter quelque chose, s'il y a déjà des gens qui veulent poser des questions sur ces deux choses. La première chose, je rappelle très rapidement, s'il y a des gens qui nous ont rejoints entre-temps, c'est une définition de l'intuition. L'intuition définie ici comme une certaine cristallisation de l'expérience qui permet au cerveau de se taire un peu et de laisser le cœur parler. C'est-à-dire, au lieu d'analyser dans les détails,
on a une information très rapide qui provient d'une analyse de plusieurs informations en une seconde. Et le deuxième axe de mon intervention, c'est que le thème, c'est intuition et gestion. Ce n'est pas intuition ou gestion. Donc, on a l'intuition pour booster la gestion. Ce n'est pas dire que je mets de côté toutes les règles de gestion et je deviens 100% intuitif. Non, c'est utiliser mon intuition pour parfaire ma gestion, comme ce que je viens d'expliquer tout à l'heure dans le cadre d'un recrutement. Pour réussir le recrutement, en tant que DG, qu'est-ce que j'ai fait? J'analyse les dossiers. Ça, c'est de la gestion. Les CV que j'identifie, ben, je dois avoir le flair pour voir quel est le CV qui colle et quel est le CV qui ne colle surtout pas. Parce que surtout ça, il ne faut pas recruter. Comme je le dis souvent, si vous devrez licencier, c'est que vous avez mal recruté. Et lorsque vous avez cette intuition, ça peut aider à gagner du temps. Qu'est-ce que j'appelle gagner du temps? Vous évitez de reprendre un processus de recrutement alors que ça vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et finalement, vous avez pris le mauvais... c'était le bon CV, mais c'était le mauvais collaborateur. Alors, Ahmed, je te repasse la parole. Ok, Jibril là. Bon, il y a ma connexion, il y a mon écran qui déconne un peu. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui a un problème ou pas. Est-ce que vous me recevez d'abord? Est-ce que vous me Ben, en tout cas, recevez? moi, je te reçois 5 sur 5. Ok, ok, ça marche. Alors, j'aime bien ce que tu as dit et je vais donner juste deux exemples récents, vraiment très, très récents de la puissance de ce que tu dis. Alors, il y a environ un mois, j'étais allé voir mon partenaire imprimeur pour faire des cartes de visite. Et quand je fais ces cartes de visite, je lui ai envoyé 5 cartes, la mienne et celle de 4 collaborateurs. Donc, ça fait 5 cartes à imprimer, à faire une quantité pour chaque personne. Maintenant, lorsque il est l'instant de récupérer les cartes, je me rends compte qu'il a oublié une carte. Je me rends compte qu'il a oublié euh, un des collaborateurs. Maintenant, toi et moi, on sait, on ne force pas la vie. Donc, dans ma tête, bon, s'il a oublié, c'est pas pour rien. Tu vois? Je n'ai pas analysé les données pour dire que non, mais je lui ai envoyé 5 cartes, il doit faire 5 cartes. Donc, j'ai pas forcé, j'ai laissé. Je te jure, 3 jours après, le collaborateur, il a quitté. 3 jours après, le gars, il a quitté. Le gars qui a été oublié. Le gars qui a été oublié, il a quitté. Et la deuxième expérience, c'est l'expérience inverse. J'étais en train de faire des cartes de visite et je suis arrivé je faisais les cartes et je me suis dit, bon, une telle collègue, vraiment, elle a bien travaillé, donc je vais lui faire une carte de visite pour un peu la féliciter, tout ce qui va avec. Et quand je suis arrivé à ce niveau, un truc m'a dit, non, ne fais pas. Non, ne fais pas pour elle, ne fais pas une carte pour elle. Et tu vois, j'ai dit non, mais quand même, elle a bien travaillé, donc je pense que elle mérite que je lui fasse ça parce que celles pour qui je suis en train de faire ça, elles ont travaillé de la même manière, donc je ne vais pas léser quelqu'un. Je fais les cartes, je les envoie en impression et juste le lendemain, elle m'informe que avant qu'elle ne vienne chez moi, elle avait fait un concours, que là, le concours est sorti, qu'elle est admise et que honnêtement, elle doit aller pour continuer sa formation dans son domaine. Et là, je regarde les cartes et je ris. Et je dis, ouais, le message est venu. Le message est venu, mais je n'ai pas écouté, j'ai analysé. Et je prends un exemple simple pour que les gens comprennent, parce que c'est très simple à comprendre avec des trucs simples comme ça. Et ça va sur du chiffre d'affaires, de la prospection au recrutement. Souvent, tu as juste un message qui vient, tu as juste ou une image ou un sentiment et quand tu fais confiance au sentiment-là, ben ça marche. Et quand tu t'entêtes et que tu veux agir uniquement sur les données que tu as, généralement tu perds des choses, tu perds du temps. Dans un livre très excellent que j'ai lu qui s'appelle Sophie mon amour, l'un des personnages du livre, il dit l'intelligence humaine, elle est très petite pour diriger la vie de l'humain à la perfection. Et cette phrase-là que j'ai prise, cette phrase, je l'ai prise, certes ce n'est pas un verset coranique, mais moi je l'ai prise comme une révélation. Je me suis dit, ah oui. C'est clairement ça. Alors, je ne sais pas si tu as des expériences beaucoup plus pratiques comme ce que je viens de partager à donner aux gens. Tu as parlé de l'expérience quand tu m'as dit que tu ne réfléchis pas. J'aimerais bien, je ne sais pas, mais j'aimerais bien que tu dises aux gens ce qui s'est passé pour qu'ils comprennent pourquoi tu n'as pas réfléchi. Et aussi l'expérience de la bagarreuse que tu as racontée très, très souvent.
Et ce serait bien. Bon, si tu as deux, trois expériences à partager, même pour moi, peut-être des nouvelles, parce que moi, j'en connais assez avec toi, même pour moi, des nouvelles, ce serait bien pour que ça puisse étayer en mieux ce que tu as déjà donné. Voilà, très bien, Ahmed. Je vais trouver, hein, je n'ai tellement d'exemples que je ne sais pas quel est le meilleur exemple. Alors, un excellent exemple pour illustrer l'intuition, c'est justement à l'occasion des recrutements. J'avais lancé un recrutement et ma collègue et moi, nous avons conduit le processus de recrutement. Alors, à la fin, nous avons retenu une candidate qui était à l'époque hors du pays. Et donc, nous devrons faire son entretien en visioconférence. On a fait l'entretien, on a tout planifié, vraiment tout s'est bien passé. Et pendant l'entretien, elle avait vraiment le sourire plein le visage. Et à la fin, donc, comme j'aime souvent le faire, j'ai demandé de débriefer sur le champ et j'ai demandé à ma collègue qu'est-ce que tu en penses. Elle dit non, je pense que c'est la meilleure candidate, c'est une très bonne candidate. Et je pense qu'on a une autre personne. Alors, sur le coup, j'ai dit je suis désolé de te décevoir, mais c'est une très grande bagarreuse et si tu la prends, tu vas la licencier. Je dis non, mais comment je peux voir qu'elle est bagarreuse? Elle n'avait pas arrêté de sourire. Elle avait un sourire, j'ai dit oui, son sourire là était forcé. C'est pas un sourire normal. Et j'ai dit ben, d'accord, parce que bon, à l'époque, je voulais aussi que ma collègue comprenne un peu ces choses. J'ai dit ben écoute, ça ne nous coûte rien, on peut tester, on peut la recruter si tu veux. Alors, on l'appelle, on dit ben, ok, ben, on pense qu'on va te retenir. Quand est-ce que tu rentres au pays? Elle fixe le moment. Elle vient, ok, et tout commence normalement. Alors, dans le troisième mois, elle s'est bagarrée avec un client dans le cabinet, pas à l'extérieur du cabinet. Dans le cabinet, elle s'est bagarrée avec un client et ben, on était obligé de la mettre dehors. Et je lui ai dit, ben, tu vois, il y a 3 mois déjà, j'avais vu ça. Et ce n'est pas autre chose. Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas lui expliquer avec la perfection ou avec des détails pour dire voilà les raisons pour lesquelles c'est une bagarreuse. Mais j'ai senti ça. J'ai senti ça au fond de moi et j'ai compris qu'en fait, il y a rien. C'est vraiment une bagarreuse. On ne peut pas faire, on ne peut pas faire autrement. Alors, une deuxième expérience, peut-être que je vais raconter en termes, pour parler très d'une expérience. Voilà, j'ai trouvé la bonne expérience. Il y a une année où j'avais un collègue que j'avais recruté, je crois, 4 mois avant la fin de l'année au cours de laquelle je l'ai recruté. Et ce collègue-là, avant de venir chez moi, il avait fait, comme dans ton cas, il avait fait un test quelque part. Et on lui avait proposé des choses qu'il il n'était pas d'accord, donc il était venu chez moi. Je ne savais pas ça. 2 mois après qu'il ait commencé chez moi, l'entreprise l'a appelé pour lui demander de venir et qu'elle est d'accord avec ses conditions. Alors là, il dit, bon, malheureusement, moi, j'ai déjà commencé un stage quelque part et j'ai signé un engagement pour 4 ans, et pour 4 mois, donc jusqu'au 31 décembre. Et pendant ce temps, l'autre monsieur, il était en train d'atteindre donc les 4 ans, les 4 mois pour pouvoir appeler mon collègue. Et vers la fin de l'année, moi, quelque chose m'a dit, mais écoute, ces garçons-là, tu peux les sécuriser, tu peux une très belle offre et ça va l'intéresser. Et donc, bien avant la fin de ces 4 mois, j'étais appelé en discussion et j'ai essayé de comprendre ce qu'il veut. Et ben, je lui ai fait une offre assez alléchante. Et sur le coup, il m'a dit, d'accord, je vais rester avec vous. À l'époque, il ne savait pas qu'il allait être appelé pour une autre offre le 31 décembre. Et donc, le 31 décembre, pile à cette date, l'autre entreprise l'appelle et lui fait une très belle proposition. Ben là, c'est là qu'il dit, bon, malheureusement, j'ai accepté déjà quelque chose. Alors, vous voyez, ces moments qui étaient arrivés étaient arrivés simplement parce que j'avais eu cette intuition de discuter avec lui. Plus tard, quand il m'a parlé de la chronologie des choses, j'ai cherché à savoir, mais pourquoi il avait fait ses choix. Et la seule raison, il m'a dit, c'est parce qu'il a senti que je l'ai respecté, je l'ai considéré, je l'ai appelé pour m'asseoir avec lui, pour discuter avec lui, comprendre
comment va sa famille, comment il se débrouille. Et ça l'a vraiment marqué. Ben, je l'ai fait juste intuitivement. Juste l'idée était arrivée. Et ça m'a permis de maintenir une relation humaine déjà avec un collègue et de permettre l'obtention d'un cadre assez compétent pour mon entreprise. Et donc, c'est ça, en fait, l'intuition. J'ai eu plusieurs fois, par exemple, un jour, dans mon programme d'activité, comme j'aimais le faire à l'époque, je planifie toujours mes journées à la lettre. Le matin, voilà toutes les choses que je dois faire. Alors, il y a un jour où j'avais prévu de faire 3 courses. Le matin, quand je suis arrivé à regarder mon cahier, quelque chose m'a dit non, c'est pas la peine d'aller voir ces personnes. Alors, je dépose, je m'assieds, après je dis non, quand même, il faut que tu respectes les choses que tu as dit que tu vas faire. Ok, bon, ben, je me convainc qu'il faut que je respecte les choses. D'accord, je vais aller voir les 3 personnes. Tu sais ce qui s'est passé, c'est que toutes les 3 personnes étaient absentes. J'ai passé de bureau à bureau et j'ai manqué toutes les 3 personnes. Et c'est là que je suis revenu en rigolant. J'ai rié de moi-même et j'ai raconté à ma collègue, tu sais ce qui vient de se passer? Ben voilà, et elle a rigolé. Et elle dit, ben, il fallait suivre ton intuition. J'ai dit oui, je me suis déjà promis de suivre mon intuition. Et à chaque fois que j'ai fait une exception, j'ai fini toujours par regretter pourquoi j'ai fait une exception. Et je suis sûr que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont fait plusieurs fois ces genres de choses. Et dernier exemple que je vais donner, et sur lequel j'ai vraiment tout misé sur mon intuition, c'est quand je faisais le concours de la fonction publique. Alors, il y avait une épreuve au cours de laquelle c'était prévu impôt direct et impôt indirect. Ah, ça veut dire qu'on va formuler les sujets avec des impôts directs et des impôts indirects. Les deux étaient au pluriel. Alors, il y en a beaucoup des impôts, hein, une trentaine au Niger. J'ai décidé arbitrairement de n'apprendre que 2 impôts. Un impôt direct et un impôt indirect. Parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour tout apprendre et je ne peux pas aussi disperser mon effort. Donc, j'allais me concentrer sur ces 2 impôts. Et pour faire court, les jours de l'examen, toutes les preuves apportées sur ces 2 impôts que j'ai appris. Et je suis sûr que le correcteur a eu du mal à réduire un point dans les 20 points que l'épreuve était notée parce que j'ai répondu vraiment à toutes les questions. Parce que je n'ai appris que ça. D'autres personnes ont peut-être appris la même chose que moi et ont appris d'autres choses qui étaient inutiles en fait pour cet exercice-là. Et c'est ça, en fait, le plaisir de l'intuition. J'ai plusieurs fois été à une évaluation où j'apprends une seule chose dans mon cahier et toutes les révélations portent sur cette chose-là. Et ce n'est pas de la magie, c'est vraiment juste de l'intuition, c'est juste le flair. Et en ce moment, quand on le suit, on se rend compte qu'en fait, on perd beaucoup d'énergie, on ne perd pas beaucoup de temps, on ne perd pas des efforts, on garde son énergie et on a un résultat qui est optimal. On ne peut pas faire mieux. Voilà, je pense que là, le m'a planté. Oui, vraiment très bien. Il y a un truc que tu as dit que j'ai beaucoup aimé, tu as dit, comme je le faisais avant, je planifiais mes journées. Et ça fait quelques mois, je ne fais plus ça. Genre, quand je prends mon truc et je dis que bon, je vais faire ça, quelque part, c'est pas intéressant. Et l'exemple que tu as donné de ne pas aller voir les gens, mais j'ai vécu ça plusieurs fois. Je suis assis ici, je me dis, bon, demain matin, je vais aller faire tourner, je vais aller voir un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Après, je pars sur les 5 que je veux voir, peut-être je ne vois qu'un seul. Et lui aussi, il a fallu que j'attende des minutes pour le voir. Et j'ai dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais tu vois, l'exemple de ce matin, depuis mercredi, quand on avait déposé des courriers, dans ma tête, le vendredi, j'irai voir un tel. Depuis le mercredi. Et le vendredi, avant que je ne sois, on m'a dit, bon, tu passes à la DGI pour quelque chose. Ok, je suis passé. Je vais voir la personne. Elle me dit, ben, tu sais, et c'est la première fois depuis qu'on se voit que j'ai senti que elle me reçoit et qu'elle est impatiente qu'on discute. Et elle me dit, bon, tu sais, là, on est en réunion. Passe me voir mardi 10 heures. C'est la première fois qu'elle me fixe un rendez-vous de son initiative. Et généralement, c'est moi je demande un rendez-vous. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'est comme si elle était dans un état réceptif pour ce que je vais dire. Et Dieu m'a dit, bon, tu viens ce jour-là. Et c'est ce que j'aime avec l'intuition. Je prends beaucoup l'exemple des plantes. Tout le monde, bon, quand on plante une graine, on l'arrose chaque jour, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va germer.
Et c'est ça, je vois la beauté de la chose. Chaque fois, on arrose, on arrose, on arrose, sans cette cacophonie mentale de il faut que je l'arrose 30 fois et qu'au bout du 30e jour, elle va commencer à... Tu vois, ces calculs-là que les gens font. Tu veux parler? Ok. Donc, ce type de calcul-là que les gens font, que il faut que j'arrose ça pendant 45 jours et au 46e jour, il va pousser. Et je me suis rendu compte que non, c'est de la fatigue mentale pour rien. Et c'est ce que, un jour, tu m'as dit une chose, je pense que c'était en 2023 ou 2023, je pense, où tu disais que si tu as le choix entre mettre 10 000 pour avoir 12 000 ou bien dormir, tu vas dormir. Parce que mettre 10 000 pour avoir 12 000, déjà mettre tellement d'efforts pour une marche si petite, mieux vaut dormir ou prendre son livre et lire que de faire ça. Et c'est une chose que je vis beaucoup, surtout ces derniers mois où j'ai réduit de beaucoup les planifications. Je t'avais dit comment j'ai eu la maison où je suis aujourd'hui. C'était purement intuitif. Voilà, je raconte ça pour que les gens, ça puisse peut-être inspirer les gens. On était en septembre et je me disais, bon, là où je suis, ça fait 3 ans que je suis ici. Bon, je vais bouger. 3 ans, c'est bon, quoi. Et dans ma réflexion, j'ai dit, bon, 1er janvier, je vais faire ça dans mon nouveau local. Donc, je me suis donné 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Je me suis donné 4 mois pour déménager. Et un jour, vers mi-septembre, hein, on était vers les 12, 13 septembre là, un truc m'a dit, hey, tu vas déménager fin septembre. Et j'étais là, j'ai dit, OK. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, parce qu'avec l'automne, je me suis dit, mais Ahmed, tu es qui pour contredire? Tu es qui pour contredire? Donc, j'ai dit, OK. Et j'ai lancé, parce que j'ai des démarcheurs, j'ai dit, cherche-moi ceci, je veux tant, 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 tant dans tel, 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 tel quartier. Le lendemain, il m'envoie des... Bon, on a fait 3 jours, 4 jours, il envoie des choses, je ne veux pas. Il envoie des choses, je ne veux pas. Et un jour, il m'a dit qu'il y a un truc. Mais lui, il m'a même pas envoyé des images. Il m'a dit, viens voir. C'était même pas des images qu'il m'a envoyées. Il m'a dit, viens voir. Et généralement, quand j'ai pas d'image, je ne parle même pas. Mais le jour-là, j'ai dit, bon, on va aller. On va aller, je viens, je vois la maison, la cour qui prend 10 véhicules si on veut, la maison qui est exceptionnelle. Et j'ai dit, ouais, ça c'est super. Et en même temps, et le jour-là, le démarcheur, c'est Dylan à lui, le gérant de la maison, eux tous, c'est comme s'ils étaient disponibles au même moment. On se retrouve sur place au niveau de la maison, on discute le loyer, ils sont d'accord, je leur ai donné moi une semaine. Et comme par magie, de l'argent que j'avais mobilisé avec des amis pour un autre projet qui est censé se lancer en fin d'année, j'ai dit, bon, Dieu a amené l'argent, Dieu a amené la maison, Dieu a amené le démarcheur. J'ai vu la maison. Je suis qui pour refuser ça? J'ai pris l'argent de mes amis, j'ai pris l'argent de mes amis et dit, tenez, et tout le reste, c'est mes amis, on va se gérer après. Donc ça, c'est pas un souci. Et le déménagement s'est fait un 27 septembre. Donc, moins de 2 semaines, le tout s'est fini. Le tout s'est fini et là, ça fait le 4e mois qu'on vient de commencer. C'est juste exceptionnel. Et le bailleur, il est très bon. Depuis que je suis dans la maison, il m'a jamais appelé, même pas une fois. Il n'y a même pas d'appel. Il m'a jamais appelé. Et on est tranquille, en bonne relation et ainsi de suite. Donc, j'ai juste entendu, gars, tu déménages en fin septembre. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Et c'est ça qui est intéressant parce que souvent, on veut réfléchir, on veut que les choses qu'on fasse suivent une logique. Sauf que la logique qu'elle va suivre n'est que le fruit de nos connaissances passées. Donc, quelque part, si on veut faire suivre une logique pour les choses qui arrivent, sachant que la logique n'est que le fruit du passé, c'est comme si on vit le présent avec les paramètres du passé, et là, ce n'est que le passé qui se répète. Et c'est pour ça que souvent les gens, ils ont l'impression que c'est les mêmes problèmes qui reviennent, leur vie c'est monotone, c'est comme s'ils sont dans un disque, que ce soit au travail ou à la maison, ils ont l'impression que la même chose revient parce qu'ils réfléchissent. Parce qu'ils réfléchissent. Et ça, c'est, je sais pas si Jibril, là, tu as un truc à dire par rapport à ça. Oui, en vérité, quand on se met dans le cycle du conformisme, hein, du conformisme, c'est ben, c'est comme ça que tout le monde fait, je fais aussi comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. On va finalement se retrouver dans une spirale où on n'a jamais ce qu'on veut et on se fatigue tout le temps. On se fatigue tout le temps. Mais lorsqu'on commence à comprendre qu'on peut rompre ce cycle-là, pour se dire, ben, c'est pas obligé, je ne suis pas obligé d'agir comme tout le monde déjà. Je ne suis pas obligé de... En plus, vous voyez, c'est que
C'est quelque chose qui est même enseigné à l'école, même si on ne le dit pas comme ça clairement. Tout le monde, en tout cas tout ce qui est étudié la comptabilité, notamment la comptabilité analytique, ont toujours étudié ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle nous dit que lorsque vous avez par exemple un stock, 20% de votre stock là représente 80% de la valeur de votre stock. Ça veut dire que 80% du stock là n'a que 20% de valeur. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Et la même chose, ça veut dire que si vous ramenez ça à une dimension humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les efforts que vous prétendez faire pour obtenir vos résultats, en vérité, vos résultats là ne dépendent que de 20% de vos efforts. Ça veut dire que les 80% des efforts là, c'est vraiment des efforts inutiles. C'est de l'énergie perdue inutilement, qui pouvait être utilisée dans la préparation mentale. La préparation mentale, c'est le fait que déjà, dans mon esprit, je puisse comprendre que les choses, vous voyez, permettez-moi de parler juste d'une chose. C'est une idée qui m'était arrivée il n'y a pas très longtemps. On a toujours entendu ça, la vie se déroule. La vie se déroule. Sauf que cette petite phrase-là, quand on l'analyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, elle se déroule, déroulée. Elle se déroule, elle était roulée et elle se déroule. Ça veut dire que les événements sont là et les événements se déroulent au fur et à mesure. En d'autres termes, c'est-à-dire que les choses vont arriver parce que ces choses sont comme ça. La vie se déroule, veut dire que la vie, elle s'étale devant moi. La vie se produit devant moi. La vie se produit sous mes yeux. Alors, est-ce que si je veux être un bon DG, je dois être un DG qui doit tout contrôler? Là, je serai un DG qui va s'épuiser. Le bon DG, ce n'est pas celui qui va tenter même de tout contrôler. Il ne pourra pas tout contrôler. Il va comprendre qu'il va agir sur les choses. Il va, on va dire, gérer des ressources et il va piloter des autres humains. Il va comprendre cela. Donc, quitter ce cycle-là dans lequel on va se retrouver dans une situation de conformisme où on pense que voilà comment les choses doivent se dérouler, voilà comment les choses doivent arriver, voilà comment j'ai tout planifié, voilà comment tout a été prévu. Et finalement, on se rend compte que la vie, elle se déroule. Elle va se dérouler sous nos yeux. Est-ce que nous allons grandir et accepter que la vie se déroule? Je répète cette phrase pour dire que vous n'avez pas le pouvoir sur ce qui va arriver. Vous ne pouvez que l'accueillir. Parce que ce qui va arriver, arrivera. Et si on comprend cela, l'avantage que j'ai parlé de préparation mentale, c'est qu'on ne va pas se miner. Les choses ne se passent pas comme on a voulu. Ce n'est pas grave. On aura l'esprit tranquille. On va bien dormir. On va simplement comprendre qu'on a fait notre part de la chose. Notre part, c'est notre bonne volonté. C'est notre engagement. C'est notre effort qui a été honoré. Et ce qui va arriver finira par arriver parce que la vie va se dérouler. La vie va se présenter comme elle doit arriver. Si je comprends ça, je vais suivre le courant de la vie. Suivre le courant de la vie veut dire que je ne m'oppose pas aux choses qui arrivent. J'ai voulu que ça soit comme ça, mais c'est comme ça. Alors, je vais comme ça. Et ça, Dieu merci, je ne fais pas de la politique, mais je l'ai appris d'un politicien nigérien que je respecte beaucoup, que je vais taire le nom, qui a dit à l'époque, la phrase, je vais la paraphraser, il dit dans la vie, il faut savoir s'accommoder des choses qui ne dépendent pas de vous. Pour dire simplement que quand quelque chose ne dépend pas de vous, alors il faut s'accommoder à cette chose-là. Parce qu'elle ne dépend pas de vous. Si elle dépend de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Changez-la. Mais si elle ne dépend pas de vous, il faut vous accommoder de ça. La vie ne dépend pas de vous. La vie, elle se déroule. Et puisque la vie va se dérouler, c'est plus facile de s'accommoder avec la vie. Et s'accommoder avec la vie veut dire qu'on suit son intuition. Parce que l'intuition et le déroulement de la vie ne font qu'un. L'intuition et le déroulement de la vie, ce ne font qu'un. Le cœur, qui est le siège de l'intuition, le cœur sait très bien ce que nous voulons. Et le cœur va toujours nous orienter vers ce que nous voulons. Si nous suivons cela, nous économisons notre énergie
pour des choses sur lesquelles nous pouvons avoir du contrôle, comme les choses que nous allons décider de faire, les personnes que nous allons décider de fréquenter, les livres que nous allons décider de lire et les choses que nous allons décider de ne pas faire. Ça, nous avons de l'énergie pour ça, mais à condition que nous acceptons, encore une fois, que la vie se déroule. Je te laisse la parole. Oui, j'aime bien cet exemple de la vie se déroule et de la loi de Pareto. Je reviens toujours aux plantes. Lorsqu'on plante une graine, les efforts qu'on a à faire pour que la graine puisse germer, c'est minime, c'est juste arroser. C'est vraiment juste arroser. Genre, la nature, Dieu a fait en sorte que comment la graine est constituée, le sol qui la constitue, la nature, la texture de l'eau, le soleil, que ces quatre éléments se mélangent et travaillent tout seuls. Que toi, tout ce que tu as à faire, c'est juste tu amènes l'eau, tu mets. Donc, techniquement, sur les cinq éléments qu'il faut pour que la graine puisse germer, il n'y a qu'un seul que tu contrôles. Le soleil, tu ne contrôles pas ça. L'eau, tu ne la fabriques pas, tu l'amènes seulement. Le sol, tu ne le fabriques pas, il est là. La graine, tu ne la fabriques pas, elle est là. Tout ce que toi tu fais, c'est t'assurer que la graine, elle est plantée là où il y a où le sol est fertile, là où le soleil la lumière est là, et que tu apportes l'eau. Donc, quelque part, j'aime bien ce que tu dis, Jibril, là, parce que on m'a longtemps reproché, si tant est que c'est un reproche, que je ne m'attache pas aux gens et que je- on dirait que le départ des gens ne me fait rien. Non, c'est pas que le départ des gens ne me fait rien. Mais le principe dit tout le monde finit par quitter tout le monde tôt ou tard. Tout le monde finit par quitter tout le monde tôt ou tard. Donc, si quelqu'un part, comme l'a dit, mais c'est arrivé, c'est la vie qui est comme ça ne dépend pas de moi. Donc, on ne peut que s'y accommoder. Alors, j'ai dit dans le chat, bon, ce qui doit venir, viendra. C'est une phrase qu'on dit souvent entre nous. Le gars, il dit, je n'ai pas peur et je ne pleurerai jamais, car ce qui doit venir, viendra. Donc, Jibril, je vais te laisser répondre à la question. Là, il y a Abdallah qui demande, pourriez-vous un peu développer sur un DG qui ne contrôle pas tout? Et oui, ça c'est une chose que j'aime bien. Je pourrais en parler plus tard de mon expérience, mais je vais laisser Jibril là répondre à ça d'abord et après on avance. C'est bon, Jibril là? Jibril là, c'est bon pour toi? Je pense que c'est voilà, c'est bon, hein? Le son passe chez vous, hein, pour moi. Oui, je te reçois bien. Je pense que tout le monde aussi. Est-ce que vous le recevez, s'il vous plaît? Si vous le recevez, faites un OK. Super, super. Donc, Jibril là, je pense qu'on te reçoit. Tu me Donc, reçois, Ahmed, hein? oui, oui, tout le monde, on te reçoit tous. Voilà, voilà, très bien. Mhm. Alors, j'avais dit que le DG n'a pas besoin, en fait, il ne doit pas tout contrôler. Le contrôle, c'est quoi? Le contrôle, c'est en fait la suite de ce que je viens de dire. La vie se déroule. Quand je veux contrôler quoi? La manière dont la vie se déroule. Je vais contrôler la manière dont les choses vont se produire. Lorsque, par exemple, vous avez donné à chacun une tâche dans l'équipe, voilà, j'ai trouvé un bon exemple qui m'arrive. Lorsque vous êtes, par exemple, dans un restaurant et vous prenez le menu, vous regardez, vous choisissez, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai choisi très souvent? Voilà, vous choisissez un steak, non pas un steak, une pizza à 4 fromages. OK? Vous choisissez pizza 4 fromages. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Est-ce Attendre. que, ben voilà, si vous voulez tout contrôler, veut dire que vous allez aller dans la cuisine. Vérifier est-ce que les 4 fromages sont là. Où sont-ils les 4 fromages là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que les 4 vont être utilisés? Et là, vous êtes dans le contrôle. Alors que ce que vous avez à faire, c'est d'attendre que le cuisinier vous lui fassiez confiance, qu'il vous amène votre pizza 4 fromages. C'est la même chose. Lorsque vous donnez une mission à votre collègue, c'est soit vous savez qu'il peut la faire, vous lui donnez la mission. Si vous savez qu'il ne sait pas la faire, vous ne devrez pas lui demander de faire ce qu'il ne sait pas faire. Mais si vous donnez une mission à quelqu'un et que vous êtes derrière lui pour vérifier ce qu'il est en train de faire, alors vous êtes en train de faire ce que je viens de dire. Vous commandez et vous partez, vous suivez le cuisinier, vous suivez d'abord, vous suivez les garçons pour aller voir dans la cuisine qu'est-ce que le cuisinier va mettre et est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il est à 40%, 50%. Ça, c'est le contrôle.
Et malheureusement, des entrepreneurs, beaucoup de DG sont vraiment dans le contrôle. Et le plus souvent, quand on est tellement dans le contrôle, on finit par faire ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Ça veut dire que vous créez un autocontrôle au sein des gens. Vous cherchez à savoir qu'est-ce que l'autre a fait, vous demandez à l'autre de contrôler l'autre, et de façon à ce que vous recevez des informations par des canaux non officiels. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir dans votre bureau et vous donner des informations que vous n'êtes pas censé obtenir dans ces canaux-là. Je vais juste donner un exemple. Dans une causerie banale entre deux amis, un peut parler mal du DG. Il n'a aucune méchanceté à l'égard du DG. Mais il va dire non, mais le DG, il n'en fait qu'à sa tête. Quelqu'un, il enregistre cette partie et il vient, il vous fait écouter. Et là, vous voyez, vous êtes rentré dans un cycle de vouloir contrôler ce que font les agents. Et en voulant contrôler en tant qu'être humain, ils ne seront pas toujours droits. Par moment, ils vont baisser des vigilances, par moment, ils vont commettre des erreurs que vous n'étiez même pas censé voir. Mais parce que vous avez voulu tellement contrôler, vous finissez par voir ces choses-là. Et évidemment, comme on dit, qui cherche trouve. Quelle que soit la chose que vous cherchez, vous finirez par la trouver. Et donc, si vous cherchez des problèmes, vous allez trouver des problèmes. Si vous cherchez à voir qui vous trahit, vous allez trouver celui qui vous trahit. Si vous cherchez à voir qui fait mal les choses, en fait, ce n'est même pas que les gens vous trahissent ou que les gens font mal les choses, mais c'est ce que vous voulez voir, que vous avez vu. Mais si vous acceptez que la vie se déroule, et comme l'a dit Ahmed, à un moment donné, tout le monde finit par quitter tout le monde. On avait parlé d'un concept que j'ai beaucoup aimé, vivre comme un taximan. Tu te souviens, Ahmed? Le taximan, il te prend dans le taxi, vous causez. Vous devenez des amis, il va vous parler de tout. Mais si vous arrivez là où vous devrez descendre, il va s'arrêter, il va prendre son argent et il va vous laisser partir. Ah ouais. Voilà. À debout, à debout. Même tout à l'heure, j'en ai parlé avec les gens, j'ai dit, il faut vous rappeler que la vie, c'est un taxi. Maintenant, si parce que tu es content de la causerie, tu ne veux pas descendre, tu vas payer frais supplémentaires. Ça, il n'y a pas de doute. Exactement, exactement. Donc, éviter de contrôler veut dire qu'on fait confiance. En fait, c'est plus facile pour vous de faire confiance. La confiance, comme on dit chez nous, n'exclut pas le contrôle. Ça veut dire que vous avez la confiance, mais par moment, vous vérifiez pour être sûr que tout reste sur les normes. Mais lorsque vous n'avez pas confiance, vous êtes dans le contrôle. Vous voulez tout contrôler, vous voulez tout savoir. Et imaginez votre charge de stress si dans le restaurant, vous devrez aller dans la cuisine et voir ce que le chef cuisinier va rassembler pour faire votre pizza 4 fromages. C'est plus facile pour vous de rester tranquillement, sagement, prendre votre jus d'orange, causer et attendre qu'on vous amène les résultats de votre commande. Et c'est ça que je voulais dire par ne pas vouloir tout contrôler. Voilà. J'aimerais ajouter un aspect très important par rapport à ce que dit, parce que bon, je connais Abdallah. Donc, il se peut maintenant que tu aies recruté des gens que tu dois former. Parce que ce que Jibril là a dit, c'est dans le cadre où, naturellement, si tu prends des gens, ce qu'on appelle prêt-à-porter, opérationnels. Maintenant, lorsque tu as une entreprise, tu es jeune entrepreneur, tu n'as pas les moyens de recruter des prêt-à-porter et que tu dois prendre des gens que tu dois accompagner durant 3 mois, durant 6 mois pour qu'ils puissent faire le travail, ou au cas où c'est un travail manuel et que tu as des stagiaires, dans le cas par exemple d'un pressing ou tout ce qui va avec. Naturellement, quelque part, même là, tu ne contrôles pas, mais tu t'assures que tu formes les gens et qu'ils ont la méthode. Il y a un truc que j'ai aimé de ce que Jibril a dit. Il dit, tu ne vas pas confier une tâche à quelqu'un qui ne sait pas la faire. Donc, l'option de contrôle dont il parle, c'est cette manie de vouloir que tout le monde, tout ce que tout le monde fait passe par toi, ou que tout ce que tout le monde fait, que tu aies ton mot à dire, ou ce que tout le monde fait, que tu sois entre griffes, je sais pas, le super-héros de la boîte. Donc, si il y a des choses que tu confies aux gens, ils les font. Maintenant, dans le cas où c'est des jeunes, assure-toi que ce soit une formation qui est claire. Hier, on en avait parlé le mercredi, que quelque part, les gens, ils veulent contrôler, mais parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse des coups bas ou qu'ils ont peur qu'on leur fasse des choses qui peuvent arriver. Et quelque part, là-bas, je me dis que déjà, il faut comprendre que la vie, c'est un risque. La vie, c'est un risque. Et dans la confiance, très souvent, c'est un risque.
très souvent, faire confiance, c'est un risque. Parce que comme dit Anthony Di Mello, il dit, on n'a pas confiance aux gens, mais on a confiance en l'image qu'on a des gens. Et ça, c'est une phrase que le jour où je l'ai entendue, ça m'a giflé. J'ai dit, ouais, c'est clairement ça. Donc, on n'a pas confiance aux gens, mais on a confiance en l'image qu'on a des gens. Et c'est pourquoi souvent on dit, quand quelqu'un te trahit, comme tu dis à tes yeux, ben, il a juste fait que de te montrer la vraie image. Donc là, tu as le choix, tu actualises l'image. Si tu veux, tu fais avec ou pas. Donc, je pense quelque part, il faut surtout comprendre que le plus important, c'est la théorie du faire confiance et du faire confiance. Faire confiance au fait que tu as fait confiance à la personne. Et que quelque part, comme faire confiance est un risque, le risque se minimise dans l'option où tu as bien recruté. Comme l'a dit Gilbert dans le début, si plus tu as bien recruté, plus cette confiance risque se diminue. Le risque se diminue parce que comme tu as bien recruté, tu peux lui confier une tâche et tu es tranquille qu'il va t'apporter la tâche. Maintenant, pour paraphraser l'exemple du restaurant, si tu vas au restaurant et que tu commandes ta pizza et qu'elle n'est pas bien, au lieu de te lever pour aller à la cuisine pour affronter le cuisinier, tu te lèves, tu changes de restaurant. Et les prochaines fois, tu prends un nouveau restaurant. Mais tu vas pas dire que parce que le gars, sa pizza n'est pas bien, tu vas aller à la cuisine pour l'affronter. Et quelque part, ça indique que si tu as fait ce que tu as mal choisi de restaurant dès le début, ce que Gabriel l'a dit, si tu es amené à licencier, c'est que tu as mal recruté. C'est comme une fois, on était au resto avec une de mes collègues et on a dû attendre 1 heure à être servi. J'ai dit, c'est la dernière fois que je viens ici. Elle dit, mais non. Elle dit, non. Elle dit, je ne les blâme pas. Ils m'ont juste montré comment ils sont. Donc maintenant, c'est moi, désormais, je n'ai pas 1 heure à perdre à attendre d'être servi. Surtout qu'avant que je ne vienne, je vous ai appelé pour dire que j'arrive, je veux ça, 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 ça. Vous m'avez dit que c'est disponible et quand je viens, je dois encore attendre 1 heure. J'ai dit non. Donc, il n'y a pas de... la confiance est un risque. C'est un risque qu'on prend et quelque part, le bon recrutement minimise ce risque-là. Le bon système minimise encore plus ce risque-là. Donc, si tu as un bon système que tu utilises, que ce soit un logiciel ou un système de gestion, peu importe la chose, si le système il est bon, il est très bon, on a vu ça le mercredi, le système il est bon, le recrutement il est bon, ce risque-là, il est presque à zéro. Maintenant, après, si malgré cela, des choses arrivent, ben, c'est un taxi, comme a dit Jibril là, ben, tu t'accommodes à ça, tu apprends des leçons, tu corriges plus tard, et ainsi de suite. Parce que tout compte fait, je pense pas qu'il y ait une personne sur Terre qui ait le monopole du savoir, de se dire que comment il pense qu'il sait de la vie, c'est comme ça que ça marche. Celui qui dit ça, il a menti. Celui qui dit ça, peut-être il peut dire que ce que je sais, ça a marché par le passé, mais un jour, ça marchera pas. Je sais pas si Jibril là, j'ai bien ajouté à ce que tu as dit. Excellemment bien. Je voulais juste peut-être dire une petite chose. C'est déjà croire qu'on peut tout contrôler. En vérité, c'est une illusion. C'est vraiment une illusion. Le seul fait de croire qu'on peut tout contrôler est une illusion. Lorsque on se met dans la procédure de contrôle, en fait, on devient un obstacle supplémentaire. Et lorsqu'on pense que les choses ont besoin de notre contrôle pour qu'elles se réalisent, ça veut dire qu'on se croit indispensable. Ça veut dire qu'on se croit indispensable. Et lorsqu'on commence à se croire indispensable, alors c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Parce que nul n'est indispensable. Nul ne l'est. Et donc, si en tant que DG, je crois que tous les grands entrepreneurs que j'ai cités n'ont pas vraiment besoin de mettre leurs pieds dans leur entreprise pour que l'entreprise crée de la valeur. Alors, il y a des choses dans la vie, dans toutes les entreprises, il y a toujours des petites fraudes. Vous voulez que dans la vôtre, il n'y ait pas de fraude? C'est que c'est vraiment une trop petite entreprise. Quand une entreprise elle est grande, il faut qu'il y ait de la fraude. Il faut que des gens puissent voler un peu de petites choses. Pour moi, je pense que ça fait partie. Je suis, très sincèrement, je suis toujours très content. Signe un chèque élevé où je paye un impôt. Parce que pour moi, c'est vraiment le prix de ma liberté. Je vois que j'ai payé l'État. Et sincèrement, je n'ai pas du mal à payer de l'impôt. Et chaque fois, je dis ça aux entrepreneurs, il ne faut pas vouloir ne pas payer d'impôts. Parce que ne pas payer d'impôts veut dire que ça ne marche pas. Quand ça marche, on paye des impôts. C'est la même chose. Si dans votre entreprise, il y a des détournements, il y a des petits... Bon, ça veut dire que déjà, c'est une bonne entreprise, elle est en train de grandir.
ça vous signale aussi qu'il y a des procédures que vous pouvez améliorer. Et en ce moment, vous devrez agir pour améliorer certains processus. Donc, sincèrement, vouloir être dans les... c'est déclencher vraiment la fin de son entreprise. Quand je dis contrôle, je vais dire contrôle de chaque étape. Il vaut mieux faire confiance, laisser les gens... en fait, partez du postulat que la confiance n'a pas à se mériter. Vous la donnez. Vous la donnez. Maintenant, à la personne de prouver si elle veut garder cette confiance ou pas. Si, moi, j'ai toujours dit, c'est quand j'ai dit comme ça, c'est pas que je ne suis pas rigoureux. Ce que j'ai dit souvent, c'est que si tu veux me tromper, il faut vraiment bien le faire. Parce que je ne te donnerai pas une deuxième occasion. Donc, il faut utiliser la première occasion que tu as, parce que je te fais confiance. Il faut bien faire confiance à quelqu'un pour qu'il puisse abuser de cette confiance. Si tu n'as pas confiance à la personne, elle ne pourra pas en abuser. Alors, si tu en abuses une fois de ma confiance, je ne te laisserai pas en abuser une deuxième fois. Je vais te pardonner, mais je ne te donnerai pas une autre occasion. Comme on dit, qui vole un œuf, volera un... Donc, si vous avez un employé qui détourne 10 000 francs, c'est parce que c'est 10 000 francs qu'il peut détourner aujourd'hui. Vous pouvez lui donner une deuxième chance, une troisième ou une quatrième. Il en volera 10 millions. C'est clair. C'est ça que je voulais dire. Donc, faites confiance, ne rentrez pas dans le micro-contrôle, laissez les choses se passer, laissez la vie se dérouler et suivez le courant de la vie. C'est lui qui doit voler une petite chose, va la voler, c'est pas grave. Dieu est là pour vous la rendre. J'aime bien ce que tu dis, surtout quand tu as commencé sur la question des impôts. Très souvent, je rencontre des gens qui, quand on parle d'argent, oui, ils veulent montrer que non, la vie est dure, que récemment, ils ont dû dépenser 15 millions, ils ont dépensé 20 millions. J'ai dit, mais heureusement que tu as dépensé 20 millions, parce que ça veut dire que tu en as. Ça veut dire que tu avais assez d'argent pour dépenser 20 millions. Et que si tu as dépensé 20 millions, ça veut dire que c'est bon, tu en as. Ou quelqu'un qui était venu me voir me dire, Ahmed, je suis endetté. Je vous donne juste une comparaison, trois échelles pour que vous compreniez. L'affaire de niveau, que si on peut détourner, c'est que ça va. Et que quelque part, je vais paraphraser ça aussi sur la dette, parce que souvent, on en parle. Il y avait un jour une amie qui m'a écrit, bon, une amie pour qu'on aille vite. Elle me dit qu'il y a un de ses amis qui va pas bien, qui est dépressif, et que ce serait bien que je parle avec lui. Je dis, bon, avec plaisir. On va lui mon numéro, il va m'écrire et on va discuter. On discute, le gars, on est parlé, et il me dit qu'il est endetté et qu'il n'arrive pas à rembourser, et que même quand il est payé, au lieu de rembourser, il rentre dans des choses. Et par curiosité, j'ai dit, bon, tu es endetté de combien? Il m'a dit 75 000 francs CFA. J'ai dit, OK. J'ai dit, OK. Bon, naturellement, j'ai ri de mon côté. C'est sur WhatsApp, donc j'ai ri de mon côté. Et après, bon, naturellement, tu vas être compatissant parce que c'est des niveaux. Chacun son niveau. Tu vas pas te plaindre que quelqu'un... Donc, pour lui, 75 000 de dette, c'est la fin du monde. Jusqu'à le gars, il fume, hein, pour vous donner, littéralement, il fume. Souvent, il prend de l'argent, il fume pour oublier qu'il est endetté. Et j'ai dit, OK. J'ai dit, ça, c'est intéressant, ça. À peine, à peine une semaine après, j'ai reçu un ancien DG qui, question de santé, a fait qu'il a perdu son poste parce qu'il a été malade pendant longtemps. Il me dit ces choses sur lui. J'ai dit, OK. Il dit, il est endetté. J'ai dit, combien? Il me dit 30 millions. J'ai dit, OK. C'est pas moi. J'ai dit, OK. Donc, déjà là, je vois deux personnes. Chacun d'eux, c'est la fin du monde. C'est vraiment la fin du monde pour lui. Lui, il est endetté à 115 000, l'autre 30 millions. Et je me rappelle, un jour, j'étais avec un entrepreneur que je respecte énormément et je lui ai demandé la plus grosse dette qu'il a sur lui. C'est combien? Ou qu'il a une fois pris dans sa vie, je vais dire. Il dit, jusqu'à présent, elle le suit encore. Il dit, OK, c'est combien? Il dit 400 millions. Et là, j'ai quelqu'un qui est endetté à 400 millions qui vit tranquillement. Et ici, il y en a un qui a été endetté à 30 millions, c'est la fin du monde. Et il y a un autre qui est endetté à 115 000, et pour lui, c'est l'enfer, quoi. Donc, quelque part, si on vous détourne 10 000, on vous détourne 100 000, c'est que ça va, quoi. C'est que, vraiment, c'est que pour le moment, genre, ça va. C'est que l'entreprise est au niveau où c'est 10 000, on peut détourner. Si on vous donne 500 000, c'est-à-dire que c'est comme quand tu remplis un vase et que tu veux le transporter et que l'eau, truc un peu, il y a une partie qui se verse.
Tu n'as pas dit non, pourquoi ça s'est versé? Il faut que je récupère ce qui s'est versé aussi. C'est comme il y a un monsieur, un jour, il est venu me demander un prêt. Bon, j'ai dit, OK, t'as besoin, comme il dit, il veut 700 000 de prêt. J'ai dit, OK. Je lui passe ça et comme il était content, il me dit, je vais te rembourser tes 700 000 et je vais te donner 500 000 de bonus. Bon, j'ai dit, OK. Mais qui ne veut pas de l'argent? J'ai dit, d'accord. Mais je ne me suis pas attaché à ça parce que, bon, moi, je te donne 700 000. Il m'a même mon argent, c'est OK. Si le plus vient, c'est pas un souci. Jusque-là, il m'a pas payé. Mais ça fait rien. Maintenant, et un autre où lui aussi, je pense qu'il a voulu se montrer malin. On a fait une prestation de service. Il m'a payé 500 000. Bon, c'était un jour de 600 000 rapide, une matinée de formation. Il m'a payé 500 000, il reste 100 000. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans. Il m'a pas payé et je lui ai jamais demandé ça. Genre, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ainsi de suite. Donc, quelque part, le niveau de micmac qui se produit peut-être chez vous, c'est un indicateur du niveau aussi. C'est comme quand on te dit un tel a dépensé 1 milliard. Mais c'est parce qu'il est là où détourner 1 milliard, ce n'est pas grand, ce n'est rien. Ce n'est rien. Donc, peut-être il faut être content quand vous, si on vous détourne 10 000, comme a dit Jibril là, il faut espérer qu'un jour que vous soyez au niveau où on vous détourne 100 000. Et ainsi de suite. Au moins, ça montre un indicateur de croissance. Je ne sais pas si Jibril là, ce que j'ai dit, ça va dans le sens de ce que tu as dit. Tout à fait, Ahmed. C'est exactement ce que je voulais dire. Notre situation explique en fait les choses qui se déroulent autour, autour de nous. L'exemple de l'impôt, c'est la même chose. Je gagne de l'argent, je paye des impôts. Ne pas payer des impôts veut dire que je ne gagne pas de l'argent. Et la chose, c'est que, évidemment, peut-être que si nous analysons nous-mêmes quand nous étions des jeunes travailleurs, on a dû faire des choses qui n'étaient pas correctes. Ah, on a dû utiliser l'Internet qui était interdit, on a dû faire des choses qui n'étaient pas... Bon, comme on dit, la vie, c'est comme ça. Hein. Ce que tu as fait, on te fera. Donc, avec un niveau un peu élevé. Donc, peut-être qu'on a fait beaucoup de choses. Hein. On a utilisé les téléphones pour appeler, on a pris les véhicules de service, on a fait une petite course personnelle. Bon, maintenant, ça a pris de l'intérêt. Aujourd'hui, ce qui a coûté 1000 francs là-bas va coûter 200 000 aujourd'hui. Oui. Et donc, on va vraiment payer. Et donc, je pense qu'on a quand même longuement parlé sur ça. Je ne sais pas si les Oui, gens, si déjà... je vais ajouter un dernier point. Comme ça, après, j'aimerais bien qu'on avance sur la question de DG 2026 que tu devais partager à la fin. Alors, pour résumer un peu, bon, pas pour résumer, mais pour peut-être ajouter un truc à ce qu'on a dit jusque-là, c'est que la vie parle aux gens. Vraiment, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Ou disons, c'est comme ça que moi, je m'explique ça le plus. C'est que la vie parle aux gens. C'est comme l'exemple des cartes de visite. L'oubli dans le premier cas, l'oubli du monsieur était un message pour moi pour me dire ce n'est pas la peine de faire des cartes de visite pour un tel. Le fait qu'il avait oublié, le fait qu'il avait oublié de faire les cartes de visite pour mon collègue, c'était un message pour me dire ce n'est pas la peine de faire les cartes pour un tel. Tu n'as pas besoin de faire ça, tu peux faire ça plus tard ou que ce ne sera pas nécessaire. Le sentiment que j'ai eu de ne fais pas de carte pour une telle, c'était le message pour me dire, ce n'est pas nécessaire de le faire. Donc, moi, je me représente l'intuition comme la vie te parle souvent, mais on n'a pas les oreilles pour écouter, on n'a pas les yeux pour voir, ou on n'a pas la présence en nous pour ressentir la chose. Et ça, c'est tellement beau, parce que quelque part, dans le Coran, on dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais c'est les cœurs qui s'aveuglent. Et je pense que ça va aller vers ce que Jibril a dit. Donc, pour moi, en tout cas, la définition que je donne pour que peut-être ça puisse inspirer ou que ça peut pousser les gens à avoir leur définition aussi, c'est que la vie parle constamment aux gens. Et comme elle se déroule, comme dit Jibril là, comme elle se déroule, à chaque déroulé, il y a des indicateurs, il y a des panneaux de signalisation que souvent on ne voit pas, que souvent on n'est pas assez attentif, assez concentré pour les remarquer, et que si on les remarquait réellement, on aurait pu économiser de l'énergie, du temps, de l'argent, des ressources pour bien faire les choses. Donc, Jibril là, tu es là? Je vois, il y a ta caméra qui part et qui revient. Ok, donc est-ce que le temps que Jibril la revienne et qu'on va sur et qu'on aille sur la question de DG 2026, est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations ou des inquiétudes par rapport à ce qu'on a partagé avant qu'on aille sur la question DG 2026? S'il y a des questions, vous pouvez les écrire
On va pouvoir les lire. Ou ceux qui veulent parler carrément, vous pouvez lever la main pour parler. Je vois 82-11. Bon, je ne sais pas qui c'est. Je vois Abdallah, Abdel Nasser, Ali Maïsanda, Maimouna Kimba, Liman, Omar Koshimi, Rahmatullah Izigzen, Samsung. Oui, Abdel Nasser, allez-y. Oui, merci beaucoup, coach. Merci aussi à Jibrila pour le déroulement de cette session. Moi, j'ai juste une petite question en lien avec le contrôle poussé du DG. Euh, Ça a trait un peu à la microgestion. Alors, quel est l'impact, ok, de ce contrôle poussé sur ceux qui en subissent ce genre de contrôle et à la longue, le DG aussi qui s'adonne à cette forme de pratique, quel pourrait être l'impact sur lui dans le temps? Merci. Jibril, bismillah. Alors déjà, le DG qui veut tout contrôler, euh, c'est bon, hein, l'image, le son, tout est bon. Hein, j'ai suis perdu dans mes écrans. Voilà, très bien. Et donc, j'ai dit, le DG qui va rentrer dans ça, en fait, il va commencer par manquer de confiance. Il va manquer de confiance en lui-même parce que il ne fait pas confiance à ses collaborateurs. Il pense que les choses ne vont pas se passer comme elles doivent se passer. Il y aura de l'épuisement parce qu'il va consacrer une bonne partie de son temps à vouloir contrôler les choses. Donc, il y aura un épuisement pour le DG. Alors, vous savez que, moi je l'ai dit souvent, on n'en a pas parlé là tout de suite, il ne faut pas confondre un entrepreneur à un solopreneur ou à quelqu'un qui travaille pour lui-même. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une entreprise. Une entreprise, elle peut fonctionner sans vous. Elle peut fonctionner sans vous. Dans un premier temps, quand vous créez une entreprise, vous êtes un solopreneur, vous êtes le directeur général, vous êtes le chargé de ménage, vous êtes le coursier, vous êtes le comptable, vous faites toutes ces fonctions-là. Bon, avec le temps, c'est simplement du bon sens, si on le veut, d'arrêter de faire certaines choses. Alors, souvent, je l'ai dit à mes amis qui hésitent à prendre des comptables ou à prendre certaines, ou à assurer eux-mêmes certaines fonctions. Et je commence par une méthode très simple. Je lui dis, essaie de valoriser combien de temps on doit te payer pour faire une tâche. Quel est ton taux horaire? Après un calcul, très rapidement, les gens se retrouvent entre un taux horaire de 10 000 jusqu'à 50 000 ou plus. Alors, j'ai dit, tu vois, quand tu consacres ton temps à faire cette tâche-là, voilà ce que ça coûte à ton entreprise. Le fait que toi, en tant que PDG, en tant que DG, tu assures la comptabilité, tu es en train d'utiliser 25 000 francs par heure pendant plusieurs heures de ton entreprise pour assurer ta comptabilité. C'est peut-être plus facile pour toi de prendre un comptable, un jeune comptable junior qui peut, un, le faire mieux que toi, deux, le faire à un prix très abordable pour ton entreprise. Parce que ton rôle, c'est, comme l'a dit, a rappelé Ahmed tout à l'heure, il vaut mieux dormir suffisamment pour avoir toutes les neurones et bien réfléchir. Et donc, lorsqu'on se met dans le micro-contrôle, on s'épuise. On n'a pas confiance aux personnes. Et comme je l'ai dit dans mon cas, pour moi, c'est très clairement le début de la fin. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans le déclin. Parce que vous êtes un obstacle. À chaque étape, vous êtes un obstacle. À chaque étape, vous voulez contrôler. Et vous ralentissez la croissance de votre entreprise. Parce que vous voulez tout contrôler. C'est vrai que souvent, j'allais dire, c'est un peu normal de vouloir un peu contrôler. Mais je dis bien un peu contrôler. En particulier, lorsque vous avez un employé qui fait ses premiers pas, vous l'avez appris des choses et il commence à appliquer par lui-même. Donc, c'est normal que vous contrôlez pour être sûr qu'il va bien faire. Mais une fois que vous avez vu qu'il a fait bien, il a fait deux fois, il a fait 3 fois, vous pouvez lâcher prise. Mais le contrôle doit rester de mise. Et je dois dire une chose de très importante. Le contrôle peut être fait pas forcément par le DG.
Si vous pensez qu'il y a la nécessité de faire un contrôle de façon permanente, alors recrutez un contrôleur. Lui, c'est son travail, c'est son job de contrôler les autres et de contrôler le respect des procédures et tout ça. Ce qui peut réduire, la question n'a pas porté sur ça, mais ce qui peut réduire la nécessité de contrôler, c'est le fait que par moment, vous décidez ou vous prenez l'initiative de dresser un manuel de procédure. Vous définissez comment les choses doivent être faites dans votre entreprise. Vous déclinez les grands axes et toutes les étapes des différentes tâches. En ce moment, une fois que vous initiez les gens une fois, deux fois, c'est facile. Et le contrôleur que vous allez contrôler, s'il y a toujours nécessité, c'est de le faire. Mais le micro-contrôle est vraiment une source d'épuisement pour le DG. Au lieu de perdre son temps à contrôler, il a mieux à gagner à utiliser son temps à réfléchir sur le futur de l'entreprise, sur les nouvelles opportunités, sur comment augmenter son chiffre d'affaires, sur comment donner plus de pouvoir aux employés. C'est ça la tâche d'un DG et non un contrôle à n'en point finir, puisque ça ne permettra pas au DG de faire grandir l'entreprise en ne faisant que du contrôle. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question ou si Ahmed a quelque chose à rajouter. Bon, c'est un sujet qui est tellement passionnant que si on doit continuer à en parler assez bon, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la question du contrôle. J'ai aimé quand tu as commencé à parler tu lui apprends les premiers pas et naturellement au début tu surveilles pour t'assurer qu'il fasse bien. Mais au bout d'un temps, il faut en sortir et c'est ça qui est normal. Ça me fait penser rapidement à Kouria, ma collègue, qui maintenant, lors du dernier MYP, j'ai eu l'impression que je n'ai fait qu'animer la formation. Je l'ai juste dit, voilà le numéro d'un tel. Si tu veux avoir la salle, tu appelles un tel. Si tu veux faire la restauration, tu appelles un tel. Et c'est fini. Et après, j'ai eu l'impression que tout ce que j'ai fait, peut-être c'est inscrire certaines personnes et animer la formation. Sur le reste, je ne sais même pas. Bien sûr, pour le budget, elle est venue, on a discuté le budget ensemble. On a validé. Et après, l'argent, je lui ai remis. Va faire ce que tu as à faire. Et c'était très bien, c'était excellent. Donc ça, c'est un point qui ne finira pas. Peut-être on pourra, dans d'autres lives à venir, on pourra continuer à en parler. Mais je vais te laisser avancer sur la question de DG 2026. Ceux qui ont des questions ou des choses, est-ce que vous pouvez les écrire quelque part? Bon, je sais pas, peut-être Abdallah qui dit que l'image ne bouge pas, peut-être que c'est ta connexion. Sinon, je pense que de mon côté, c'est synchronisé. Mais si tu m'entends, c'est déjà bon. Si tu m'entends, c'est déjà bon, c'est le plus important. Donc, Jibril, là, si tu es dit, OK, on va sur la question de DG 2026. Plus tard, on pourra revenir. Ceux qui ont des questions, écrivez-les. On pourra les voir après et répondre au tout compte fait. Jibril a le micro. Voilà, je le coupe hein, parce que je fais trop de petits bruits à côté de moi. Alors, le DG 2026, c'est en fait le DG que je souhaite que vous deveniez lorsque vous assumerez complètement cette fonction. Le DG qui n'est pas DG 2026, c'est le DG du passé, c'est le DG traditionnel. Le DG traditionnel, il est toujours focus sur le contrôle. C'est-à-dire, il veut toujours contrôler. Le DG 2026, c'est focus sur quoi? Sur la confiance. Je fais confiance. Le maître mot, c'est confiance, là où le maître mot était le contrôle. Donc, l'ancien DG, le DG traditionnel, il contrôle tout. Le DG 2026, il est focus sur la confiance. Le DG traditionnel, il cherche à éviter les erreurs. Il ne faut pas que l'équipe fasse des erreurs. Non, mais lui, ou que lui-même ne fasse pas des erreurs. Il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que ça échoue. Non, le DG 2026, lui, il va chercher simplement à saisir les opportunités. Il cherche juste les opportunités. Il devient un chasseur d'opportunités. C'est-à-dire, dans toutes les choses, il voit quelle est l'opportunité pour mon entreprise, quelle est l'opportunité pour mes collaborateurs. Le DG 2026, il va s'appuyer sur l'influence. Là où un DG traditionnel s'appuie sur quoi? Sur la hiérarchie. Je suis le DG.
tu dois me respecter. J'ai juste une petite digression. J'ai croisé une fois dans les escaliers, dans une entreprise, la DG qui descendait les escaliers pendant qu'une de ses collègues et moi-même nous montons les escaliers. Et sa collègue a dit bonjour madame. Et c'était le chaos. La DG dit comment vous me dites bonjour madame? C'est bonjour madame la DG. C'est bonjour madame la DG, pas bonjour madame. Appelez-moi Haja si vous voulez. Mais là, vous voyez, c'est quoi son problème? Son problème, c'est qu'on n'a pas dit DG. Non, c'est un petit, DG, c'est un petit quelqu'un. Exactement. Ça, c'est vraiment une histoire réelle. Le DG et la DG, là, elle s'appuie sur quoi? Sur la hiérarchie. Alors qu'un DG, le DG 2026, il va s'appuyer sur l'influence. Voyez comment vous allez influencer vos collègues. Le DG 2026, c'est celui qui décide avec l'intelligence collective. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence collective? Vous savez, comme on dit, quand un groupe de 3 personnes travaille, ce groupe va créer une intelligence collective qui est plus intelligente que chacun des membres pris individuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mauvaise idée de l'autre va faire germer en toi la bonne idée. Mais le DG 2026, il comprend ça. Ça veut dire que lorsqu'il a une idée, même s'il a sa propre idée, il va s'asseoir et il va demander aux autres. On va réfléchir ensemble. Et la bonne décision va sortir. Permettez-moi une autre digression. J'ai participé à une réunion où le DG, en commençant, a présenté le problème et a proposé une solution. Après, il a demandé aux gens de faire un tour de table. Qu'est-ce qui s'est passé? Le DG a été mis en minorité et il était obligé d'abandonner son idée. À la fin de la réunion, je l'ai suivi dans son bureau et il m'a dit « Dis-moi qui donne voilà ». Dis-moi qui donne. Parce que pour lui, les gens ont fait exprès de le mettre en minorité. Et il a pris ça comme un défi. Non, ils vont voir. Parce que la solution qu'ils ont proposée, là, il ne va pas la respecter, il ne va pas l'appliquer. Donc, je l'ai dit, monsieur le DG, vous créez encore un autre problème. J'aurais aimé que vous tirez les leçons de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Vous avez votre propre idée, mettez-la à l'écrit, mais ne la présentez pas. Présentez les problèmes, donnez toutes les facettes du problème et faites un tour de table. Notez pendant que les gens parlent. À la fin, votre rôle de DG, c'est de faire la synthèse. Vous aurez déjà vu une tendance. Et inscrivez-vous de cette tendance. Même si c'est votre idée, n'ayez pas peur que quelqu'un vole cette idée. Entre guillemets, voler. Quand j'ai souvent une idée, par le mécanisme de l'intelligence collective et en discutant, j'oriente cette idée vers un collègue qui va la proposer. Et j'ai conclu simplement, excellente idée. Puisqu'il vient de toi, on te laisse la faire. Mais c'était vraiment mon idée. Mais là, il faut avoir et comprendre le mécanisme de l'intelligence collective pour pouvoir l'utiliser. Le DG, l'ancien DG, qui n'est pas notre DG, notre défi, lui, il gère tout seul. C'est lui la tour d'ivoire. C'est lui qui gère tout seul. Et le DG 2026 sera le DG qui gère le changement, qui va toujours être un acteur du changement, qui va toujours faciliter les choses, qui va en fait être contre la routine. C'est-à-dire qu'il va accepter les améliorations qu'on peut apporter tout le temps au travail, qui ne proviennent pas forcément de lui, qui peuvent provenir de toutes les autres personnes qui travaillent et qui sont dans le feu de l'action. Pendant qu'un DG traditionnel, lui, il est toujours dans la gestion du statu quo. Et donc, pour être un DG de 2026, un DG 2026, vous devrez apprendre une chose, c'est utiliser votre intuition pour prendre des décisions. Utiliser l'intuition pour prendre des décisions, et c'est comme un muscle, c'est quelque chose qui s'apprend. Vous devrez l'apprendre. Pour l'apprendre, vous devrez commencer par les petites choses de votre vie. Lorsque vous sortez de chez vous,
Posez-vous la question, quel est le chemin le plus proche pour aller là où je vais aller? Réponse A, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens sur ce chemin? Sur cet autre chemin, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon corps me dit? Et vous apprenez à vous découvrir. Au fur et à mesure, vous passez à des questions importantes. Et en ce moment, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Pour les gens qui sont déjà habitués, comme Ahmed et moi, quelle que soit la question, on la traite humain, ne nous permettra pas d'appréhender globalement, d'accepter cette guidance divine qu'est l'intuition. Et lorsque l'idée arrive, on la suit. Et on ne perd pas du temps à décider. Un DG 2026 doit pouvoir décider rapidement. Il accepte de se tromper parce qu'il est humain. Il accepte de se tromper. Mais un être souverain n'est pas un être qui ne tombe pas. C'est un être qui ne tombe pas deux fois au même endroit. C'est-à-dire qu'on ne répète pas l'erreur en s'attendant à un résultat différent. Comme le dit Albert Einstein, faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, c'est de la folie. Donc ne soyons pas fous. Le DG 2026, il comprend cela. Je peux me tromper, mais je ne vais pas me tromper deux fois sur la même chose. Et en apprenant déjà à prendre des décisions très rapidement sur les petites choses de la vie, et au fur et à mesure, vous intégrez les choses moyennes et les choses les plus importantes. Quelle que soit la chose, il arriverait un moment où c'est plus facile en fait pour vous de fonctionner avec l'intuition que de perdre votre temps à vraiment, vraiment trop réfléchir, trop analyser. Vous n'aurez jamais suffisamment d'informations pour prendre une décision correcte en m'appuyant uniquement sur la gestion. J'aime bien cet exemple que j'ai donné en introduction. Lorsque je lance un recrutement, le gestionnaire, le bon gestionnaire que je suis, va m'amener à analyser les candidatures que je reçois. Le DG 2026 que je suis, qui est basé sur mon intuition, utilisera cette intuition pour booster ce premier travail. Ça veut dire que je vais utiliser mon intuition pour détecter le profil le plus adapté ou qui fera le plus score avec mon équipe. Parce que j'ai vu les choses où il peut compléter mon équipe, où mon équipe va se compléter, où lui-même il va se sentir à l'aise. Et ça, ce n'est pas de la gestion qui va vous le donner. Ça, c'est votre intuition qui va vous le donner. Et comme je l'ai dit, l'intuition, c'est une faculté divine. Tout le monde a l'intuition. Personne ne peut lever la main ici et dire qu'il n'a pas de l'intuition. Vous avez par moment peut-être abandonné ou ignoré votre intuition, mais il suffit simplement de faire attention pour que l'intuition réapparaisse et elle vous tiendra compagnie à toutes les décisions. Commencez par le chemin le plus facile. Commencez par un chapitre à apprendre ou quelque chose comme ça, des petites choses de votre vie, et au fur et à mesure intégrer des choses plus compliquées. Et je pense qu'un jour, vous me remercierez si vous appliquez ces conseils, parce que vous allez voir que vous gagnez beaucoup d'énergie que vous pouvez utiliser dans des choses pour mieux asseoir votre fonction de 2G 2026. Alors, Djibril, j'aime bien tout ce que tu as dit. C'est vraiment super, super parce que ça donne plus de pratique à la chose. Et j'aimerais un peu attirer l'attention des gens sur ce qu'on dit parce que les gens sont habitués à ce que quand on leur parle de management, quand on leur parle d'être DG, ils ont l'habitude des choses très techniques. Alors que bon, un DG, le plus gros travail pour moi d'un DG, c'est de prendre des décisions. Pour moi, c'est le plus gros travail, c'est de prendre des décisions. Et justement, souvent, la prise de décision, on ne la voit pas souvent comme un processus à part entière. Très souvent, les gens pensent que décider, c'est juste A, B, C, et on sait juste A, et le plus important, c'est qu'est-ce qui vient après la décision. Mais je pense qu'il faut comprendre que la prise de décision à elle seule est un processus tellement important
Et même le plus important, parce que la décision donne la direction de tout ce qu'on aura à faire par la suite. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment très important parce que c'est ça même qui manque aux gens dans la question de management, de leadership ou de gestion administrative ou tout ce que tu veux. Donc, quelque part, si on réussit avec le temps, avec la pratique et de l'entraînement, à comprendre comment ça fonctionne, à écouter les messages, à développer l'intuition là, on va, comme a dit Jibril là, se rendre compte qu'on gagne du temps, des ressources, de l'énergie et qu'il y a une manière de faire beaucoup plus simple que de simplement se fatiguer. Et ça m'a rappelé un jour le maître que on devrait saluer d'ailleurs. Il m'a dit Tabi Banda, Tabi no Gono. En français, pour ceux qui ne parlent pas français, après la fatigue, il y a la fatigue. Après la souffrance, il y a la souffrance. Donc, quelque part, si une chose est compliquée, c'est trop complexe, c'est trop de nyama, c'est pas trop ça. Souvent, même dans les gens, quand ils m'écrivent ou disent, Ahmed, j'ai besoin de toi, je dis, vas-y, dis-moi. Ils me disent, en fait, il y a un tel qui a dit à un tel et après un tel a dit, hé, 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 pardon, 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 c'est trop c'est trop complexe. Si tu peux, explique-moi ça simplement si tu peux. Sinon, on va se simplifier la vie. Donc là, il est 22h12. Waouh, on a pris, on a fait beaucoup de temps, hein. Je ne sais pas si Jibril, là, tu as un dernier mot ou si quelqu'un a une question. Si vous l'avez, vous pouvez la poser en live comme Abdel Nasser ou l'écrire comme Abdallah. Entre-temps, Jibril, là, je te laisse placer un dernier mot, le temps qu'on lise éventuellement les questions des gens ou que on puisse écouter quelqu'un d'autre. Très bien. Très bien. Le dernier mot que je vais rajouter, c'est, je voudrais parler un peu, j'ai beaucoup parlé de la vie se déroule, hein. La vie se déroule ne veut pas dire que vous devrez arrêter de planifier les choses. Ah, vraiment, chacun avec son niveau, je pense que planifier les choses autant que vous les voulez. Laissez-moi juste vous dire une chose. Quels que soient les outils, quelles que soient les données que vous utilisez pour faire une planification, vous avez arbitrairement choisi un chemin sur une multitude de chemins disponibles. C'est ça la planification. Planifier veut dire que j'ai choisi un plan. Ça ne veut pas dire que c'est le seul plan qui existe dans la vie. Le plan que j'ai choisi me réconforte parce que je l'ai élaboré avec une intelligence. Je l'ai élaboré avec des données. Donc, ces plans me réconfortent. C'est très bien. Donc, utilisez votre plan. Et avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on crée des plans pour 2, 3 ans et on les suit aveuglément. DG 2026 va changer parce qu'il va comprendre que la vie elle-même, elle change. Le monde change trop vite. Vous voyez le développement de l'IA. Si vous avez un plan en 2021 qui prend 5 ans, vous n'allez pas dire que vous allez ignorer l'IA qui est arrivée. Vous êtes obligé de l'apprendre. Il y a des crises qui arrivent, il y a les questions géopolitiques. Et le DG 2026, il comprend qu'il a une boussole intérieure, qui est sa vision. Et que la carte ou le plan n'est jamais fixe. Il y a une contrainte, je la prends et je l'intègre dans mon plan. Donc faites un plan, parce que le plan peut vous donner, peut orienter votre esprit, peut vous donner une direction que vous allez suivre. Mais lorsqu'il faut ajuster, vraiment, il ne faut pas ajuster. Décidez très vite, quitte à corriger plus tard. Quel est l'avantage véritablement de décider trop vite? C'est que s'il y a une erreur, ben, on fait l'erreur et on corrige. Parce que je comprends que l'erreur, en fait, c'est ma meilleure arme. En faisant une erreur, je me rends compte de ce qui ne marche pas. J'arrête de le faire, je passe à autre chose. Et donc, si on comprend ces outils, on les combine, on va vraiment assurer pleinement le rôle des DG 2026. Je n'ai pas vu de questions venir, Ahmed. Oui, je pense que peut-être c'est assez clair ou assez inspirant. C'est des choses que les gens vivent au quotidien. Oui, Abdallah? Alors, vous me recevez? Oui, Abdallah, Alors, vas-y. vous me recevez? Oui, 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 vas-y. Voilà. D'abord, je vous remercie vraiment non seulement le poste, mais également notre invité. On te reçoit plus, hein? Sauf si c'est moi seul. Vous me recevez? Allô? Oui.
Oui, là, c'est bon. C'est bon? Voilà, donc je dois parler un peu plus fort, quoi. Ou écrire, ce serait Donc je plus facile. demande, d'accord. Donc je vais directement passer à la question. Je voudrais savoir en tant qu'entrepreneur, parce qu'il est déjà entrepreneur, mais aussi directeur général, avant de devenir la personne qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il avait comme habitude dans sa vie? Ou bien régulièrement, quoi. Maintenant, en étant aussi DG actuellement, et entrepreneur, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire pour que nous puissions nous inspirer tout simplement? Bon, Jibril, là, je ne sais pas si tu as entendu. Au cas où C'est tu as bon? entendu, tu réponds. Sinon, moi, j'ai pas bien entendu. Je n'ai vraiment pas entendu la question, hein. Ça a beaucoup bugué pendant qu'elle parlait. Allô, Abdallah, je désolé, c'est pense moi, le plus hein. simple, c'est d'écrire. Ou bien. Parce que bon, ça a coupé. J'ai entendu juste DG entrepreneur, Allô? mais à part ça, j'ai pas entendu autre chose. Oh, il est même parti. Donc, je pense à la connexion. La connexion sûrement est en train de faire des tours. Donc, je disais quoi déjà? J'ai là, tu me rappelles ce que je disais? On devrait conclure s'il n'y a pas d'autre chose. Tu disais qu'on a pris beaucoup de temps, DG 2026 et Voilà, tout ça. voilà. Et que la prise de décision, c'est vraiment la chose la plus importante et que souvent on néglige ça et que généralement on décide sur base de données. Ce qui est l'habitude, c'est le commun des gens, c'est comme ça on fait. Et que, comme tu l'as dit, il faut ouvrir la voie à une nouvelle manière de décider. Et bon, tu ne l'as pas dit, mais tu l'as sous-entendu. Quelque part aussi, quand tu décides avec intuition, ce serait une perte de temps de vouloir convaincre les gens. Parce que naturellement, ils ne peuvent pas comprendre ce sur quoi tu t'es basé pour décider ce que tu as décidé. Donc, ça fait que quelque part, déjà 2026, c'est comme un capitaine de bateau. En mer, pour qu'on survive, on doit faire confiance au capitaine. Il n'y a pas de, on questionne ce qu'il a dit et tout ce qui va avec. Donc, je pense que ça, c'est un sujet vraiment tellement vaste que on pourra avoir des centaines de lives dessus, ça ne finira jamais. Et j'espère qu'au moins, Abdallah, s'il te plaît, on n'a pas bien reçu la question. Si tu peux l'écrire, ça va être plus simple pour nous. On va la lire et je pense on pourra y répondre rapidement. Entre-temps, Abdel Nasser, Ali Maïsanda, Omar Kashimi, je pense que c'est Neima et Jamila qui ont les Zooms là, et Oumé Kaltouma. Ce serait bien qu'on vous entende aussi, ou s'il y a des questions ou des inquiétudes ou des cas pratiques à partager. Sinon, je pense qu'on a fait assez de tour de la question de l'intuition et de la gestion. C'est toujours intéressant. Et Jibril, là, bon, le connaissant, il n'a même pas tout dit, tout donné comme expérience. Il y a tellement de choses qu'il aurait pu partager qui vont en lien avec l'intuition. Et bon, ce n'est que partie remise. On aura tellement d'occasions d'en parler. Je rappelle que ce challenge, l'idéal, c'est juste de créer ce DG 2026-là, des gens qui ont une nouvelle manière de fonctionner, tant au niveau de la gestion qu'au niveau des relations avec leurs collaborateurs, au niveau de l'influence dont on a parlé le mercredi. Ça m'a fait très plaisir que Gibril là en parle, que le bon DG, il bosse avec l'influence et non pas la hiérarchie. Il y a une connaissance qui a été licenciée juste parce que quand la DG passait, il avait ses écouteurs. Il a été licencié à cause de ça. Mais je te jure, genre, et en plus, lui, il l'a même pas vu. C'est-à-dire, non, non, c'était, astaghfirullah, c'était l'ascenseur. Il était dedans, il avait son téléphone, donc il n'a pas vu qui est rentré. Alors que là-bas, la règle, c'est que quand DG prend l'ascenseur, personne ne prend l'ascenseur. Il faut qu'elle parte. Et lui, mais c'est quoi ces affaires-là? Donc, lui, il avait son téléphone. Donc, et quand tu as ton téléphone, tu ne sais pas qui rentre. Quelqu'un est rentré, lui, il n'a pas remarqué. À la fin, quand ils sont descendus, la DG le regarde bizarrement. Le moment on dit qu'il est licencié, son stage est arrêté. J'ai dit, mais c'est bizarre ça. C'est quel style ça? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger de façon globale dans ce pays et au niveau des entrepreneurs. Et ce challenge, pour moi, est l'occasion de donner aux gens des contenus avec l'expérience vécue et celle de mes amis, de mes proches pour que ça puisse aider les gens. Donc, encore une fois, rassurez-vous, ça va être posté dès demain. Le live, il est enregistré. Donc, désormais, ça va être enregistré. Donc, il va être posté et vous pourrez le visionner autant de fois que possible. Alors, il y a une question qui est là, je vais la lire rapidement. Abdallah qui demande quelles sont les habitudes que Jibril avait avant de devenir celui qu'il est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il fait
et qu'il prévoit de faire pour continuer à évoluer en tant que DG de sa propre entreprise. Alors, j'ai une idée, Jibril, si tu permets. Est-ce que tu permets que je vienne à ton bureau et que je te filme pour la réponse là? Comme ça fait une nouvelle vidéo YouTube. Super, super. Bon, mon gars, ton micro. Mon gars, ton micro. On n'a rien J'ai dit, on ne entendu. peut pas s'opposer. Je n'ai pas arrêté de dire que la vie se déroule. Et quand la vie se déroule, on ne peut pas empêcher à la vie de se dérouler. Voilà. Donc, j'ai la bienvenue. Hein. Voilà. Donc, J'ai la Abdallah, bienvenue. pour ta réponse, je passerai voir Jibril là au bureau. On va bien filmer cela et ça fera une très belle vidéo YouTube. Donc, même ceux qui n'ont pas été aujourd'hui ici, ils pourront l'avoir. Bon, je choisis ça parce qu'il est 22h22. Donc, le mieux est qu'on clôture vite. Il y a des pères de famille ici. Et donc, ce serait bien. Donc, Abdallah, tu auras ta réponse. Ça, je te rassure, ça, je prends l'engagement sur moi. Et pour tout le monde qui est là et qui va nous suivre sur YouTube plus tard, merci à vous de suivre ce challenge. On va se prendre plus tard. Et on se prend mercredi prochain. Je répète, mercredi prochain, on aura IG et on parlera de la routine des DG. Les habitudes à avoir au quotidien, comment fonctionner, ainsi de suite. Et le vendredi d'après, on aura Sylvie de iFuture, on parlera d'investissement, d'innovation, de comment innover, de comment mettre l'innovation au cœur de l'entreprise pour pouvoir avancer. Et si tout va bien et qu'elle est rentrée, le samedi, juste le lendemain de la semaine prochaine, on aura Ricky Tchermakoy, on parlera d'investissement. Comment investir, bon, étant de Asusu à la base, de MI ensuite, le FSSP, l'investissement, je pense elle s'y connaît bien. Et rappelez-vous, Nabou Fall, qui était censé être avec nous le mercredi, la semaine d'après, quand elle va revenir, et aussi, on aura son live sur le personal branding et tout ce qui va avec. Abdallah, je disais que j'irai voir Jibril là, dans son bureau. Je vais filmer la réponse. Comme ça va être une vidéo YouTube à part entière. Tu l'auras, tout le monde l'aura. Parce que là, il est 22h23. Donc, on va clôturer. Et ce qui n'a pas été dit aujourd'hui, tout comme on dit, ça n'est pas, la parole ne finit pas. On pourra en parler autant de fois que possible. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci Jibril là. Je ne sais pas si tu as un mot de revoir à donner aux gens. Ben, merci. Merci beaucoup, Ahmed, pour tout ce que tu fais. Et merci pour cette initiative. J'espère et j'ai pris que beaucoup de DG vont émerger de cette initiative et beaucoup de DG vont changer leur manière d'être DG. Et comme je l'ai toujours dit, c'est Dieu qui te paiera, ce n'est pas les participants. Et continue à faire ce que tu fais, et la récompense sera divine. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'être là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée à vous et on se prend semaine prochaine. Abdel Nasser, vous voulez parler? Non, 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 juste pour dire bonne soirée aussi. Merci beaucoup à Jibrilla et à la team AB. Mhm. Merci beaucoup. Dès demain, on aura Merci. la vidéo sur YouTube. Pour ceux qui veulent revoir le truc, c'est disponible. Vous pourrez partager à vos proches, à vos amis. Ils vont aussi apprendre. Et on se prend mercredi prochain avec IG. Peut-être Jibrilla sera là aussi, je ne sais pas. Mais on sera là Bien sûr, ensemble bien sûr. et on parlera Inch'Allah. d'habitude de directeurs généraux. Merci beaucoup. Ciao, ciao.